Mesdames et messieurs, bonjour, et bonsoir à vous. Alors aujourd'hui, on va aborder la question du Sahel ou la crise qui se passe, au Sahel et entre autres, à travers le prisme, on va dire, algérien et on va essayer d'un peu d'expliquer la situation. Donc bien sûr, pour ceux qui s'intéressent à l'histoire de l'Algérie ou la géopolitique de l'Algérie, vous avez toujours, mon essai «Géopolitique de la Grande Algérie» qui se trouve sur Amazon. Donc vous ça vous permettra un peu de mieux comprendre un peu entre autres les tendances géopolitiques vis-à-vis de l'Algérie, puis l'importance de maîtriser euh, les territoires qui sont limitrophes de l'Algérie. Mais aujourd'hui, on va parler principalement du Sahel. Alors, sur la chaîne Tensions géopolitiques sur YouTube, vous pouvez retrouver un peu une analyse que j'avais faite il y a peut-être 3 ou 4 ans sur la situation au Sahel, mais pour mieux comprendre ce qui se passe. Alors, pour mieux comprendre ce qui se passe, moi, je fais une maîtrise de recherche il y a un petit bout de temps de ça, entre autres sur une partie du Sahel. Les années sont passées, mais malheureusement, les prismes n'ont pas changé. Et il y a ce qu'on appelle la géopolitique de représentation et qui est liée à la sociologie et à l'histoire qui fait la crise actuellement au Sahel. Donc, pour faire simple, pour vulgariser, entre autres, avant la colonisation, ce qui se passait, c'est que les Touaregs, entre autres, ben, c'était un peu les maîtres du Sahel. Ils sont un peu plus blancs que les Noirs du Sud. C'est très important, ça peut paraître choquant pour certains, mais les Noirs étaient esclaves chez eux. Et donc, je pense qu'il y avait le père, si je ne me trompe pas, de l'ancien président malien, Tété Amadou Toumani Touré. Je pense son père ou grand-père était esclave chez les Touaregs. Puis le gars, il se retrouve président de la République malienne. Tant mieux pour lui, mais pour les Touaregs, c'était un peu choquant. Comment est-ce qu'un descendant d'esclave peut être notre président? C'est exactement ce qui se passait à travers l'histoire, c'est que l'arrivée de la France a fait que les Noirs du Sud, enfin, ont accès à l'école, à l'éducation, pour contrairement aux gens du Nord, donc les Touaregs, qui ont dit, nous, ça ne nous intéresse pas, ça c'est entre autres, hein, c'est des mécréants, on ne veut rien savoir d'eux, etc., etc. Il y avait aussi l'aspect géographique, hein. Le Sahara, c'est difficile d'y s'établir. Et ça fait qu'avec l'indépendance et avec le temps, ben, ceux qui n'avaient pas d'éducation, qui étaient en bas de l'échelle, surtout enfin, en haut de l'échelle, et en gros, on rajoute les amalgames, pardon, ça, on rajoute tous les intrants qui viennent à travers l'histoire, le terrorisme, la guerre en Libye, etc., etc., etc. Ben, voilà, ça ajoute un tout petit peu ça ajoute beaucoup de tensions. Beaucoup de tensions. Alors, bien entendu, il faut rajouter ça à la pauvreté, mais il faut aussi rajouter les mouvements sociaux, les structures sociales qui changent au Sahel. C'est super important parce qu'il faut savoir qu'au Sahel, on le sait, il y a de la pauvreté, mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeunes populations. Entre autres, la plus grande ou l'une des plus grandes populations les plus jeunes en termes de nombre se situera au Sahel. Ça crée des changements au niveau de la structure de la société. Quand je dis structure de la société, ben, ça veut dire des jeunes plus que les vieux, par exemple. Donc, quand il y a des jeunes, ben, ils vont peut-être, hein, on va exagérer un tout petit peu, mais ça fait un peu plus de testostérone que des vieux. Aussi, au niveau des femmes hommes, peut-être qu'il y aura des femmes qui vont aller un peu plus travailler. Donc, du coup, ça va changer aussi la structure de la société. Je ne veux pas dire que les femmes ne devraient pas travailler, mais la structure de toute façon va changer, est en train de changer, peu importe, et donc on va comme ça sur les 30 prochaines années. Alors, si on y va du prisme au niveau de la géopolitique algérienne, euh, j'en parle très bien dans mon essai géopolitique de l'Algérie. Notre doctrine actuelle nous a permis de pas rentrer en guerre et ça c'est super. Moi je pense que la meilleure chose c'est le développement. Nos efforts, hein, notre testostérone si on va dire, et
et notre force vaut mieux la canaliser dans la production que dans la guerre. De toute façon, il n'y a plus aucun pays ou État qui a réussi à gagner une guerre. Et là, je vais être le premier à le dire, et en tous les cas, je ne l'ai jamais entendu. Et la raison pour laquelle on gagne de moins en moins de guerres, c'est justement c'est la géographie. Alors avant les empires, ils pouvaient s'extensionner très rapidement parce qu'il n'y avait pas de villes. Il n'y avait pas beaucoup de villes. Donc on pouvait traverser des territoires assez vides, puis on se retrouvait dans une ville, on l'encerclait avec 100 000 soldats, 30 000, 40 000, 30 à 100 000. Puis voilà, la ville était prise, puis ça donnait des grands territoires. Là, ce n'est plus le cas parce qu'il y a des villes partout, puis c'est difficile de conquérir des territoires. Au Sahel, c'est un peu plus compliqué parce que pour avoir des ancrages territoriaux, ben, il faut traverser la même chose, des grands déserts. Et là, vous arrivez dans des territoires hostiles chez les Touaregs, entre autres. Et là, il n'y a pas de. C'est tout simplement question on va dire, de logistique de ces États ou ces États, voilà, sans être méchant, ces États faillis, dans le fond, et qui sont incapables de pouvoir contrôler ces territoires-là, entre autres parce qu'ils n'ont pas les capacités technologiques, humaines, puis pour des raisons historiques que je viens d'expliquer. Quelqu'un qui voit on va dire un noir arriver, un Touareg, qui lui dit quoi faire, ben, c'est un peu insultant pour lui. Je ne dis pas pour tout le monde, mais malheureusement, le Sahel, l'esclavage est toujours là. Alors c'est un sujet un peu tabou, en tout cas on n'en parle pas beaucoup dans les médias, mais l'esclavage est toujours là, et il y a toujours ces mentalités-là. Donc c'est un peu compliqué. Puis il peut y avoir aussi une espèce de revanche des Noirs pour dire, OK, les Touaregs, on était esclaves chez eux un certain nombre d'années, ben, c'est notre tour un peu de nous venger. Mais pour mais je veux revenir à l'histoire, au prisme algérien. Alors, peut-être, on ne sait pas, peut-être l'histoire vous le dira. Est-ce que l'Algérie a fait une erreur en permettant à la junte militaire de rester au Mali ou au Niger? À mon avis, oui. Est-ce qu'il y avait d'autres choix? C'est discutable. Une guerre dans ces pays-là nous affecterait de façon infaillible. Malheureusement, est-ce qu'il aurait fallu trouver, puis ça c'est un peu dire difficile à dire, un compromis avec la France, peut-être tu sais, pour une frappe assez ciblée, peut-être. Euh, mais pour le moment et pour l'instant, on va dire, on a notre plus grand allié, ou l'État pivot qu'il faut absolument pas perdre, où l'influence, c'est la Mauritanie. Alors, la Mauritanie, moi, pour ceux qui me connaissent, j'aime parler d'histoire sur le long terme. Jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas eu d'invasion euh, sur le territoire algérien durant l'histoire, hein, de la part d'États provenant du Mali ou du Niger. Par contre, il y en a eu de la Mauritanie, hein. Je rappelle que les Morabitoun sont de Qabaïl Nomtona, sont à peu près du nord de la Mauritanie, ce qui a donné Marrakech, puis ça donnait à peu près ça donnait entre autres les Morabitoun. Et c'est super important. Quand vous regardez la carte actuellement, le Mali, Burkina, Niger, puis quand vous rentrez, quand on parle de cette histoire d'accès à l'Atlantique, euh, vous regardez sur la carte, toujours regarder les cartes, le verrou qui reste, c'est la Mauritanie. Alors, il y a des très bonnes relations entre les deux présidents. C'est des relations personnelles. Alors, j'ai une idée pourquoi, mais je ne le mentionnerai pas parce que je ne voudrais pas donner des bâtons pour qu'on puisse nous taper. Mais tant mieux qu'il y ait des très bonnes relations. Donc, il faut être super vigilant. Je rappelle, dans les années 80, je pense que Will Dada, euh, il se dirait qu'il serait arrivé au pouvoir, entre autres, en relançant au Sahara occidental avec une aide à ce moment-là de Hassan II. Euh, Là aussi, on sait qu'il y a une influence aussi marocaine de ce côté-là, au niveau de la Mauritanie. C'est un tout petit peu en train de changer. Donc il faut continuer, puis il faut faire vraiment attention parce que le verrou actuellement, le seul verrou qui, euh, qui nous permet de rester dans la région, c'est vraiment la Mauritanie. Maintenant, il faut voir qu'est-ce qui va être fait avec la France, s'il va y avoir des désaccords, s'il va y avoir
au niveau, donc quand le président Tebboune va rencontrer Emmanuel Macron. Mais il faut absolument qu'on puisse maîtriser notre environnement direct et ne laisser aucune puissance étrangère s'y mêler. Et ça veut dire qu'il faut être super, 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 super influent. Pas qu'au niveau, on va dire étatique, mais au niveau des réseaux, au niveau des services de renseignement. Puis malheureusement, il va falloir faire virer la junte militaire au Mali. Ça va être obligatoire parce que tout simplement, cette junte-là ne cherche absolument pas, mais absolument pas à passer, à avoir un pouvoir civil. Je rappelle que les coups d'État depuis 2002, depuis 2012, pardon, si je dis pas de bêtises, ouais, quand ATT a été viré, c'était entre autres, il l'accusait de ne pas pouvoir maîtriser les groupes armés dans le nord. Et là, on voit que de cette crise-là depuis 2012, on est en 2024, 12 ans, elle est toujours là. Donc, il y a eu les accords d'Alger, mais ça n'a rien changé parce que tout simplement, le fait de ne pas résoudre un problème, ça permet de se maintenir au pouvoir, hein. On connaît tous ces structures-là qui, dans le fond, se maintiennent, qui ont une légitimité ou qui se donnent une légitimité pour pouvoir résoudre un problème. Et une fois que le problème est résolu, ben, elles sont plus là. Alors, comme je pense que ça a été dit assez dans les médias, je pense qu'on va se permettre d'attaquer un pays comme l'Algérie, alors que dans l'exercice militaire, on tire pas à balles réelles, mais avec des sons. On l'a vu tous, je pense, enfin, tout le monde qui connaît la région a vu ces vidéos des forces armées maliennes qui tiraient avec le son parce qu'il n'y avait pas de balles réelles. Donc, quand tu te permets d'attaquer des pays un peu plus forts que toi, c'est que peut-être d'autres pays derrière toi. Alors, cette histoire d'accès à l'Atlantique, c'est simplement de la géopolitique de nazi, et je maîtrise très bien mes mots, c'est de la géopolitique de nazi, puis je l'explique dans mes vidéos. En fait, il faut savoir que la géopolitique des grands ensembles, le grand ensemble, c'est coller un petit peu les morceaux, les populations, etc. Ça, c'est de la géopolitique nazie qui a donné lieu à la Deuxième Guerre mondiale. Donc la géopolitique nazie, elle voyait elle voyait des grands ensembles. Elle voyait, bon, on va connecter l'Allemagne en passant par la Pologne, jusqu'à la Russie. Alors à ça, puis moi je suis issu de cette école-là, donc on peut dire oui, tu as cet argument-là parce que tu es t'es issu d'une formation de la géopolitique française, peut-être, mais la géopolitique française est intéressante dans la mesure où elle combattait cette idée de grand ensemble. Donc, elle est dans les détails. Elle disait, oui, on ne peut pas, l'union en Europe, elle ne peut pas se faire, ou en tout cas, ça va être très difficile parce qu'un Polonais et un Russe ne vont jamais s'entendre, et un Allemand peut-être et un Polonais vont pas forcément s'entendre, et ce qui est tout à fait vrai. Donc, et on le voit malheureusement avec les États-Unis. Les États-Unis aussi, ils pratiquent la même chose, cette même géopolitique-là. Ils ont une peur atroce d'une réunification de l'Europe qui serait une île. C'est pas moi qui le dis malheureusement, mais c'est Kissinger. Et tout ça fait que on a cette même géopolitique. Puis malheureusement, cette géopolitique-là peut mener à des guerres. Et donc ça donne des idées un peu folles, des idées de grandeur, mais ces idées ne sont pas bonnes géopolitiques. Donc cette idée-là d'accès à l'Atlantique, euh, donc tout à fait folle. Par contre, le verrou qui reste, vraiment le verrou qui reste, c'est la Mauritanie pour l'Algérie. Donc il faut absolument, absolument maîtriser, ou en tous les cas consolider avec gagnant-gagnant. Tout simplement. Il y a pas d'idée paternaliste ou colonialiste, ou simplement gagnant-gagnant, puis permettre aussi aux entreprises mauritaniennes de s'installer en Algérie, de vendre aussi leurs produits. Euh, donc, il va falloir porter une vigilance assez accrue sur la Mauritanie au cours des prochaines années, prochains mois. J'avais fait ma maîtrise de recherche, entre autres, j'en ai fait deux maîtrises recherche. Peut-être une, c'était sur la Mauritanie. En 2007, j'avais fait un essai à ce sujet-là qui était les enjeux géopolitiques, si je me rappelle bien, des élections législatives en Mauritanie. Et j'avais réussi
a annoncé un coup d'État juste, je pense, juste avoir publié ma thèse, mon mémoire, 6 mois à peu près. Donc j'avais entre autres d'idées noir sur blanc, il avait été publié qu'il y avait des risques de coup d'État. Alors malheureusement, je n'ai plus il faut faire de la recherche pour avoir ce genre de détails, mais à l'époque, ce que j'avais dit, c'est que, on était dans une situation, il y avait beaucoup de changements structuraux aussi importants. Puis je suis allé un peu dans le détail en faisant beaucoup de recherches pour aller beaucoup dans le détail. Malheureusement, j'ai plus je suis plus dans la recherche, donc je peux plus me projeter là-dedans. Mais je l'avais dit à l'époque qu'on serait sur les 3 prochaines années sur quelque chose qui est euh, assez pas instable, mais il y aura beaucoup de mouvements. Donc, voilà. Donc, n'hésitez pas, pour ceux qui s'intéressent à la géopolitique algérienne, euh, donc géopolitique de la Grande Algérie. Si vous vous intéressez à la Mauritanie, l'essai que j'avais écrit, la vérité, c'est qu'il est un peu chiant parce que c'était un essai vraiment, c'est pas un essai, c'était ma maîtrise de recherche, donc c'est très universitaire. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est la méthodologie. Donc, si vous vous intéressez vraiment à la méthodologie, pour savoir comment j'avais réussi à l'époque à prédire un coup d'État, parce que c'est ce que j'avais fait, euh, et regardez-le, puis vous pouvez l'appliquer sur d'autres pays, puis pas que les pays, nos pays à nous, pays africains. On peut aussi bien appliquer ces méthodes-là sur des pays européens, occidentaux. Donc voilà, une bonne soirée à vous.